La guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine ne s'est pas exactement déroulée comme prévu en 2026. Après avoir soumis les villes ukrainiennes à une campagne de bombardement meurtrier qui a provoqué d'importantes coupures d'électricité et d'eau pour des millions d'habitants durant un hiver particulièrement rigoureux, Vladimir Poutine comptait poursuivre avec une grande offensive au printemps. Mais cette offensive a, pour le dire gentiment, été stoppée net. L'Ukraine a repoussé les forces russes ces derniers mois. Non seulement elle a stoppé l'offensive russe sur des axes clés, mais selon un nombre croissant de sources, elle a en fait repris d'importantes portions de territoire, à la suite de victoires sans précédent. Dans le même temps, la campagne de frappe à longue portée du président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire les frappes de drones et de missiles à longue portée en plein cœur de la Russie, s'est intensifiée, tout comme les dégâts qu'elles infligent. La situation s'intensifie clairement au front et à l'arrière, surtout du côté russe. Voici les derniers développements, et ce qu'ils nous disent de l'évolution de la guerre. Dans son allocution du soir du vendredi 22 mai, Volodymyr Zelensky a déclaré que les positions ukrainiennes sur la ligne de front se sont considérablement renforcées ces derniers mois. En effet, les positions ukrainiennes sont plus solides aujourd'hui qu'au cours des années précédentes. Depuis le début de l'année, 590 km², soit environ 228 miles carrés de notre territoire, ont été libérés et repris sous contrôle. La tendance ne favorise pas les occupants. Nous accélérons la destruction du personnel russe. Il a déclaré que cela, avec les sanctions sous toutes leurs formes, oblige la Russie à opter pour la diplomatie. Également vendredi, Bloomberg a rapporté une nouvelle évaluation du renseignement de la défense américaine récemment déclassifiée, qui estime à environ 400 km² le territoire repris depuis février. Quelques jours plus tôt, l'Institut pour l'étude de la guerre avait estimé à environ 116 km² le territoire repris rien qu'en avril. Pris ensemble, ces chiffres montrent une accélération de la reconquête. Le suivi de la guerre par The Economist a confirmé les avancées ukrainiennes, signalant de petites mais notables progressions depuis le début de 2026, les plus importantes depuis 2023. C'est compréhensible vu l'effort requis pour que l'Ukraine récupère ses territoires occupés par la Russie. Il est difficile d'estimer précisément la superficie de ce territoire. On estime en général que cela correspond à environ un cinquième du territoire ukrainien, soit 45 000 miles carrés. Donc, 154 miles carrés en 4 à 5 mois. C'est un bon début, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. La cartographie précise des zones de contrôle est difficile car les lignes de front évoluent quotidiennement. C'est inévitable, vu l'ampleur des opérations sur la ligne de combat d'environ 680 miles. En 2025, le ministère ukrainien de la Défense a rapporté que 60 et 1605 affrontements avaient été enregistrés au cours de l'année, soit une moyenne d'environ 169 batailles par jour. La journée la plus intense de l'année a été le 28 novembre, lorsque 311 affrontements avec l'ennemi ont été enregistrés. L'utilisation généralisée des drones a également fait que des dizaines de kilomètres derrière les positions les plus avancées de chaque camp sont effectivement devenues des zones mortelles, où tout mouvement est potentiellement fatal. Ainsi, les deux camps ont surtout renoncé aux offensives traditionnelles avec colonnes blindées. Les deux camps utilisent surtout de petits groupes d'infanterie insurgés, souvent capables de s'infiltrer plusieurs kilomètres derrière les positions ennemies. Là, ils peuvent s'enterrer et défendre ces positions, techniquement derrière les lignes ennemies, avec la livraison de ravitaillement et de munitions effectuées par drone. Ainsi, dans de nombreuses parties du front, même si un camp peut avoir le contrôle principal, en réalité, la situation sur le terrain est beaucoup plus floue. On n'appelle pas ces zones des zones grises ou plongées dans le brouillard de la guerre pour rien. Vous souhaitez sûrement savoir où l'Ukraine a avancé. Le territoire exact repris par l'Ukraine dans ces rapports n'a pas été précisément spécifié. Dans une large mesure, étant donné la nature changeante et incertaine des lignes de front actuelles, identifier des zones de contrôle précises pendant une période significative relève de l'illusion. Cependant, l'ISW a tout de même identifié plusieurs zones plus larges où des progrès ont été réalisés. À partir de novembre 2025, les forces de défense ukrainiennes ont libéré une grande partie de Kupiansk, dans l'oblast de Kharkiv. Durant l'hiver et le printemps 2026, ils ont repris plus de 154 miles carrés dans le sud de l'Ukraine, et depuis la fin avril 2026, ils ont reconquis plusieurs localités dans l'ouest de l'oblast de Zaporijia. Comme vous pouvez vous y attendre, les Russes racontent une histoire complètement différente. Il y a un mois,
Le 21 avril, le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, a affirmé que les forces russes avaient pris le contrôle de 80 localités et de plus de 1000 miles carrés du territoire ukrainien en 2026. En mars et avril seulement, il a déclaré que les forces russes avaient capturé 34 localités et environ 270 miles carrés. En ce qui concerne les détails, Gerasimov a affirmé que le territoire capturé comprend les dernières localités peuplées dans la bande de l'oblast de Louhansk encore contrôlée par l'Ukraine, des images géolocalisées semblant corroborer cela. Il a précisé que les troupes russes avancent sur plusieurs fronts, créant une zone de sécurité dans les régions de Soumy et Kharkiv en Ukraine. Il a affirmé qu'environ 15 localités ont été prises dans ces régions en mars, avec les régions de Vovchanskoye et Kotori, et Zibina à Kharkiv, ajoutées en avril. Il a également revendiqué la prise de Rechina et Pavlivka dans l'oblast de Donetsk, ainsi que de Boïkova, Louivska et Veselianka dans l'oblast de Zaporijia, parmi d'autres avancées. L'ISW a aussitôt rejeté ces affirmations, estimant qu'elles ne sont étayées ni par des preuves issues de sources ouvertes, ni par des blogueurs militaires pro-russes. Même les estimations les plus généreuses provenant de sources russes, selon eux, suggèrent que les troupes russes auraient avancé ou infiltré au maximum 276 miles carrés sur le territoire ukrainien. Depuis début d'année, un peu plus de 40% des affirmations de Gerasimov ont été émises, certaines étant discutables. D'après le propre décompte de l'ISW basé sur des données de sources ouvertes, les forces russes n'avaient avancé que de 147 miles carrés et capturé 13 localités entre janvier et le 21 avril 2026. Depuis le 1er mars, les troupes russes n'ont conquis que 2 localités et perdu 23 miles carrés sur tout le front, ont-ils indiqué. L'ISW a aussi affirmé que Gerasimov avait exagéré les gains russes dans d'autres secteurs. Il a affirmé que les forces russes s'étaient rapprochées à 7 km de Kramatorsk et à 12 km de Sloviansk. Mais même les récits russes les plus optimistes situent les troupes russes à au moins 9 km de Kramatorsk et à 14 km de Sloviansk. Ces distances laissent les deux villes à portée de drone, ce qui semble confirmé. Avec la ville assiégée de Konstantinivka, ces deux villes constituent les derniers axes de territoire peuplés encore fortement fortifiés du Donbass, encore entièrement sous le contrôle de l'Ukraine. Néanmoins, l'ISW conclut que les exagérations de Gerasimov sont probablement une tentative de masquer ce qu'il a qualifié de décevant manque de progrès de l'armée russe lors de son offensive du printemps-été 2026. En fait, à la suite des contre-attaques réussies de l'Ukraine, l'ISW a indiqué que les forces russes ont dû réduire leurs opérations dans plusieurs secteurs en raison de lourdes pertes. Ces attaques et une défense résolue ont contraint les troupes russes à dépenser plus de ressources, simplement pour entretenir l'illusion d'avancée régulière sur l'ensemble du front. Ils estiment aussi que la hausse des pertes et le ralentissement du recrutement menacent la tactique russe d'envoyer des vagues d'assaut et des groupes d'infiltration au combat, avec intensité et à coût élevé. Mais cela remonte à 1 mois, et comme nous le savons, beaucoup de choses peuvent changer en seulement 1 mois sur les champs de bataille d'Ukraine. Actuellement, il y a une région où les blogueurs militaires des deux camps semblent s'accorder sur le fait que l'Ukraine progresse nettement. L'ouest et le sud de la région de Zaporijia, y compris les terres occupées au sud par les Russes. L'effort principal de l'offensive russe à Zaporijia au cours de l'année écoulée s'est concentré à l'est, là où l'oblast borde les oblasts de Dnipropetrovsk et de Donetsk. Ayant en grande partie délogé les Ukrainiens de la ville clé de Huliaïpol, ils tentent de progresser lentement vers la dernière grande ville du sud de l'oblast encore sous contrôle ferme de l'Ukraine, Orekhiv. Le véritable enjeu dans l'oblast est à l'ouest, Zaporijia. Dans cette campagne marquée par de lourdes pertes causées par les drones ukrainiens, ils ont finalement avancé vers le nord le long de la autoroute MDX-8. Ils ont finalement capturé une partie de Stepnoyorsk et se sont rapprochés de Pavlivka. Sécuriser cette zone offrirait un tremplin pour attaquer Primorske, Malakaterivka et Veselianka, les dernières grandes localités avant la périphérie de la ville. D'abord, les Ukrainiens ont déjoué l'offensive, et maintenant ils ripostent avec force. Les Ukrainiens ont, selon tous les témoignages, repris complètement Stepnoyorsk, et sont en train de nettoyer les dernières poches de résistance à Pavlivka. Ensuite, ou plutôt plus au sud pour être précis, puisqu'ils se dirigent vers le sud, c'est Kamianske. Si les Ukrainiens prennent Kamianske, la route vers Vasilivka sera ouverte. Les analystes russes s'inquiètent de cette perspective.
avec les autres développements dans la région, ils craignent que cette avancée ukrainienne ne fasse partie de la préparation à une situation bien plus grave, la reprise d'Enerodar, où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijia. Cette centrale nucléaire est l'un des sites les plus disputés d'Ukraine, et un obstacle majeur dans toutes les tentatives menées jusqu'ici pour négocier un accord de paix pour mettre fin à la guerre. Les Russes s'en sont emparés lors de leur invasion initiale en 2022, et l'ont ensuite raccordée au réseau électrique russe, où elle constitue une source d'énergie principale pour les territoires occupés. L'Ukraine, cela va sans dire, en exige la restitution. Les Russes, cela va sans dire, refusent. Divers compromis ont été proposés. Le plus prometteur, si l'Ukraine ne parvient pas à chasser la Russie des terres occupées, serait un accord de partage du pouvoir, éventuellement supervisé par un tiers comme les États-Unis. Mais comme pour d'autres désaccords majeurs entre les deux parties, rien n'a encore abouti. Petit rappel rapide, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Dans l'émission militaire, nous présentons chaque jour les principaux développements militaires mondiaux, avec des analyses expliquant leur signification. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer. Les analystes russes redoutent que la progression ukrainienne de Stepnoyorsk vers Vassilivka ne cherche en fait à ouvrir la voie à une attaque sur Enerhodar pour reprendre la centrale nucléaire par l'Est. Parallèlement à cette offensive, ils affirment que les forces ukrainiennes traverseraient le Dniepr au nord, créant une attaque à deux volets, difficile à contenir. Cependant, cette progression à l'est de la ville n'est pas le seul indice d'un possible événement majeur dans la région. Les analystes russes soulignent aussi les récentes évacuations obligatoires ordonnées par les autorités ukrainiennes à Nikopol et dans ses environs. Située dans l'oblast de Dnipropetrovsk à l'ouest de Zaporijia, comme la capitale est appelée localement, le district de Nikopol se trouve à seulement 6 km de la centrale nucléaire, bien que de l'autre côté du Dnipro. Le 12 mai, toutes les 28 familles, avec enfants de Novokievka et Ilinka, près de Maranets, ainsi que de Vichy-Tarasivka, près de Marivka, ainsi que les habitants d'une rue du village de Maranets et de 100 rues, à Nikopol, ont reçu l'ordre d'évacuer dans un délai d'1 mois par l'administration militaire régionale. Cela vise officiellement à protéger la population des bombardements russes croissants. Officieusement, l'évacuation ouvrirait une voie directe pour une offensive sur Enerhodar. Récemment, les forces ukrainiennes ont fait de l'autoroute stratégique M14 au sud d'Enerodar, un enfer logistique pour la Russie. Ce n'est pas une autoroute ordinaire. Connue par les Russes, sous le nom de l'autoroute RR 280, dite Novorossiya, elle s'étend d'est en ouest et relie la Russie continentale à la Crimée, Kherson occupée et Mykolaïv à l'ouest, ainsi qu'aux lignes de front à l'est. Décrite comme une route vitale pour les civils et militaires, servant de corridor logistique clé pour les approvisionnements, le carburant et les postes de commandement russes, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comme le montre une presse russe alarmée, la route de la vie est devenue la route de la mort sous les attaques intenses de drones et missiles ukrainiens ces dernières semaines. Des images publiées le 21 mai montrent un cimetière grandissant de véhicules détruits le long de la route. Des images géolocalisées publiées le lendemain montrent également les forces ukrainiennes frappant des camions russes le long de l'autoroute H20 Mariupol-Donetsk, une autoroute voisine que les forces ukrainiennes ont fortement perturbée ces dernières semaines. La situation sur la M14 est si dangereuse que Vladimir Saldo, chef de l'occupation russe de l'oblast de Kherson, a dû publier un décret restreignant la circulation des véhicules de fret sur un tronçon de la M14 la semaine dernière. Cette mesure inédite, sauf pour les biens militaires et essentiels, reconnaît que l'autoroute est désormais trop dangereuse pour le transport habituel. Ces frappes perturbent la logistique russe et compliquent l'approvisionnement sur le front et en Crimée. La M14 est la principale route terrestre reliant la péninsule aux territoires occupés. Si l'Ukraine prépare une attaque surprise pour reprendre Enerhodar, c'est dans la zone même où elle veut empêcher les renforts russes. Il convient de préciser qu'il ne s'agit que de spéculation. Peu d'indices côté ukrainien suggèrent une offensive en préparation sur Enerhodar. Mais en même temps, c'est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre dans le cas d'une offensive surprise à venir. L'Ukraine a eu tort d'annoncer publiquement sa grande contre-offensive en 2023, laissant aux Russes le temps de préparer une défense efficace. Cependant, elle a sans doute retenu la leçon. Un silence absolu a précédé la prochaine grande offensive de l'Ukraine, l'incursion dans la région de Koursk en 2024, qui a pris les Russes complètement par surprise. Donc, s'il doit y avoir une offensive surprise à Enerhodar, le dernier endroit où vous risquez d'en entendre parler en premier, c'est de la part de Zelensky ou de son commandant en chef Oleksandr Syrsky.
Il est également possible que l'avancée à travers Stepnoyorsk, les ordres d'évacuation à Nikopol, et en particulier les frappes sur la M14 ne soient que des éléments des stratégies globales et efficaces de l'Ukraine pour 2026 comme le souligne Liestpo. Selon l'Institut, les forces ukrainiennes ont récemment intensifié leurs frappes à moyenne portée et leurs frappes d'interdiction aérienne sur le champ de bataille, provoquant des effets en cascade et freinant les avancées russes. Ces frappes ont également donné l'élan nécessaire aux avancées de l'Ukraine sur le terrain. Mais il y a un autre élément clé de ces succès qui a aussi complètement pris les Russes par surprise, les privés de Starlink. L'évaluation déclassifiée du renseignement de la défense américaine citée plus tôt considère cette mesure essentielle au progrès de l'Ukraine en 2026. Starlink joue un rôle clé dans les opérations ukrainiennes, du front aux frappes à longue portée, mais reste inaccessible aux Russes. Les Russes ont malgré tout accumulé des milliers de terminaux Starlink illégaux, introduits en contrebande, devenant de plus en plus dépendants. Le système a comblé d'importantes lacunes de communication, facilitant la coordination des troupes, drones et tirs d'artillerie. Mais tout cela s'est brusquement arrêté en février. Avec SpaceX, la société d'Elon Musk, les équipes ukrainiennes ont imposé des restrictions géographiques, désactivant les terminaux non autorisés dans la zone de combat. Les observateurs du front ont vite remarqué l'impact sur les opérations russes, désormais confirmé par les services de renseignement américains. L'effet a été aggravé par le fait que les Russes se sont tirés une balle dans le pied, en restreignant l'utilisation de l'application de messagerie Telegram. L'application a été largement utilisée comme un substitut informel à Starlink, dans leur propre système de communication rudimentaire. Les restrictions sur l'application sont très impopulaires en Russie, et ont probablement plus mécontenté le public russe face à la guerre de Poutine que tout autre facteur. Si le public est mécontent, imaginez à quel point les troupes russes en première ligne, soumises à la pression constante des drones ukrainiens, sont peu enchantées par cette évolution. La perte combinée de la connectivité Starlink et de l'accès aux plateformes de messagerie a profondément dégradé la coordination sur le terrain, menant directement à la confusion entre les unités et à la perturbation des chaînes de commandement. Un temps, les réseaux sociaux montraient de nombreux soldats russes, se plaignant d'avoir perdu leur Starlink. L'un d'eux a été filmé en train de donner des coups de pied à son récepteur, et un autre utilisait le sien comme table à manger. Certains ont sollicité l'aide du public, affirmant qu'en une nuit, nous sommes revenus à l'âge de pierre. L'Ukraine a saisi l'occasion pour exploiter ce chaos, et a foncé en avant. Les autorités ukrainiennes admettent l'impact de la coupure de Starlink sur leurs avancées en 2026, mais contestent qu'elle soit l'unique raison de leur succès. L'opération dans le sud a commencé un mois avant la décision concernant Starlink, a rapporté Zelensky, suggérant que ce n'était qu'un élément au sein d'un ensemble plus vaste. L'ancien ministre de la Transformation numérique et actuel ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, était d'accord avec lui, affirmant que les restrictions sur les terminaux Starlink, combinées à l'utilisation de drones d'attaque à moyenne portée, avaient contribué à inverser la dynamique en faveur de l'Ukraine. Les Russes ont mis plusieurs mois à trouver une solution, mais des signes montrent qu'ils comblent cette vulnérabilité. Pour commencer, ils ont bricolé des chaînes de modems LTE, des ponts Wi-Fi, des stations relais et des réseaux maillés, et ces réseaux maillés relativement peu sophistiqués commencent à poser un vrai problème. Les modems de réseaux maillés offrent aux opérateurs un contrôle des drones à des distances bien plus longues, au-delà de l'horizon, en créant des chaînes de communication aérienne plus résistantes et capables de rediriger les données, si des drones sont perdus. Pour aggraver les choses, la Russie a établi des stations relais de l'autre côté de la frontière, en Biélorussie, ce qui permet aux drones de maintenir leur connectivité lorsqu'ils survolent le territoire ukrainien. Plus révélateur encore, la Russie a récemment lancé les premiers satellites de ce qui doit devenir son équivalent de Starlink. Le 23 mars, la société russe, Bureau 1440, a placé en orbite basse les 16 premiers satellites Internet haut débit de la nouvelle constellation Razvet. C'est la première étape pour construire une infrastructure qui comptera au moins 300 satellites d'ici 2030. Bien que présenté par la Russie comme une technologie principalement civile, semblable à Starlink, le système a clairement un double usage, civil et militaire. Compte tenu des problèmes de la Russie après la perte de Starlink, le lancement semble viser en priorité à les résoudre. Il y a des signes que cela commence déjà à avoir un impact. Des flux vidéo de qualité Starlink provenant de ces drones longue portée ont commencé à apparaître, ce qui constitue une amélioration majeure par rapport aux images plus granuleuses que ces drones produisent habituellement. Il reste à voir quel type d'impact l'introduction de ces nouvelles technologies aura. Peut-être qu'elles permettront à la Russie de reprendre l'initiative, ou peut-être que l'offensive croissante de l'Ukraine les balayera simplement comme étant sans importance.
Nous suivrons cela de près et vous tiendrons informés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, regardez cette vidéo sur la façon dont l'Ukraine construit une armée de robots pour étendre encore plus ses avancées. Et merci, comme toujours, de regarder.